Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Germain, le directeur général d'Audencia, et à ce titre, et avec l'ensemble des équipes de l'école, nous sommes ravis, heureux, nous avons le sourire parce que nous sommes en mesure de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle édition de notre événement Inspiration. C'est un privilège également d'accueillir Pascal Quignard, qui va occuper la majeure partie de cet événement ce matin, avec un propos qui est en relation notamment avec le sujet de culture générale cette année, qui est traité dans le cadre des classes préparatoires. Je remercie Bernard Sierre d'être à l'origine, de nous aider, d'être l'architecte de cet événement, et également Véronique Bonnet, qui est l'architecte également du nouvel opus, qui a été le 25e, alors on me dit le 22e, le 25e, je ne sais pas exactement quel est le nombre d'éditions qu'il y a eu de cet opus, qui est l'architecte donc de cet opus qui est en lien avec les textes du sujet. C'est un immense plaisir de vous accueillir au sein de notre maison Audencia ce matin pour cet événement qui porte une double empreinte. L'événement Inspiration, c'est tout d'abord la manifestation du lien historique, du lien de proximité, du lien d'amitié et, si j'oserais le dire, du lien d'amour qui lie Audencia et les classes préparatoires. C'est un événement qui est historique, qui s'inscrit dans l'histoire de l'école, et c'est la raison pour laquelle c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans le cadre de cet événement. Cet événement, il porte également une autre empreinte, celle de l'importance qu'Audencia a toujours accordée à la culture générale, aux arts, aux humanités, considérant depuis très longtemps que cela participait à la formation des honnêtes managers et que pour être un manager dans toutes ses dimensions, eh bien, il fallait intégrer des éléments de culture générale, des éléments artistiques et les humanités. Alors, vous savez, tout ce qu'Audencia a entrepris dans ces différents domaines toutes ces dernières années, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, la dernière manifestation de l'importance que nous accordons à la culture et aux arts à l'école, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer au sein du campus par le parvis, mais si tel a été le cas, alors vous avez pu voir une œuvre d'art qui est au centre de ce parvis, qui est le Treg, une œuvre d'un artiste belgo-camerounais, Pascal Martin Taillou, que nous avons inauguré donc en juillet dernier. Cet arbre, le Treg, il matérialise l'arbre des connaissances. Il s'enracine dans le sol parce qu'il y a toujours un déterminisme tellurique dans les connaissances que nous dispensons à nos étudiants. Il y a une empreinte qui s'inscrit dans la terre, ce que nous sommes. Audencia est une école qui s'inscrit dans son territoire pour rayonner à l'international. Et les œufs, qui sont des œufs de différentes couleurs, matérialisent les connaissances. Et cela est en phase avec l'un des axes stratégiques de l'école, puisque ces œufs sont de différentes couleurs qui marquent le caractère polymorphe en fait, des connaissances que les étudiants, que les jeunes doivent intégrer pour pouvoir se développer. Cet arbre, le Treg, il veille désormais sur Audencia. Il est là pour nous rappeler que, certes, notre mission consiste à développer des compétences chez nos étudiants, mais qu'en amont de ces compétences, eh bien, il y a des connaissances. Et ces connaissances, les connaissances que nous dispensons, elles sont liées, certes, au management, elles sont liées, comme je l'évoquais, aux arts, à la culture, aux humanités, et demain, elles seront également tournées vers un sujet qui va être un sujet majeur de la formation, de la pédagogie à Audencia, qui est le sujet de la transition écologique et sociale, puisque, à proximité de ce bâtiment, eh bien, nous allons bientôt avoir un nouveau bâtiment qui abritera une nouvelle école de la transition écologique et sociale, Gaïa. Et dans le cadre de cette école,
l'ensemble des étudiants de nos différentes formations, des programmes que nous délivrons au sein d'Audencia, eh bien, seront amenés à acquérir des connaissances et des compétences en lien avec la transition écologique et sociale. Il faut, pour aborder ces sujets-là, pour ne pas tomber dans le prosélytisme, pour ne pas tomber dans l'amateurisme, bien évidemment, avoir des connaissances, des compétences. Et dans le cadre des cours qui seront dispensés au sein de cette école, les humanités, la culture auront également une place primordiale, une place capitale, parce que là aussi, sur ces sujets-là, eh bien, cette dimension-là doit être également présente. Voilà ce que je vous souhaitais vous dire comme mot d'accueil. Je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Nicolas Arnaud, directeur des programmes et directeur du programme Grande École d'Audencia. Je vous souhaite une bonne conférence et une belle matinée au sein de notre maison dont vous êtes les hôtes aujourd'hui, Audencia. Merci beaucoup. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Chers professeurs de classe préparatoire, comme l'évoquait Christophe Germain, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition 2021 de cette journée Inspiration, avec effectivement deux éléments de distinction pour cette édition 2021. Le premier, c'est de placer effectivement cette journée sous l'angle de la convivialité, des sourires, des discussions que nous pouvons enfin retrouver et in fine, une certaine forme d'amour de nous retrouver au sein de cette communauté et de ce continuum CPGE, Grande École et programme Grande École à Audencia Business School. L'autre particularité de cette journée, c'est que c'est une édition nantaise, à la différence des années précédentes. Nous avons effectivement souhaité, suite à un sondage qu'on avait pu effectuer il y a 2 ans, vous faire découvrir ou redécouvrir à la fois ce beau territoire nantais et les installations, le campus d'Audencia Business School qui fait peau neuve depuis quelques mois à travers la rénovation d'un certain nombre d'éléments de ce campus nantais. Je profiterai de cet élément pour évoquer en quelques mots les évolutions du programme Grande École de l'Audencia Business School que j'ai le plaisir de diriger avec l'ensemble des équipes du PGE. Quelques mots sur ce PGE et cette rentrée qui est tout à fait singulière en 2021. Singulière à la fois du point de vue du recrutement. Vous savez peut-être que nous ne recrutons que sur classe préparatoire en première année du programme Grande École. Nous sommes effectivement peut-être un nombre réduit d'écoles aujourd'hui à ne recruter que des préparationnaires en première année, mais c'est un élément historique de l'école, un positionnement historique de l'école et également un engagement, une conviction qui est la nôtre que de ne recruter que des préparationnaires en première année. En cette rentrée 2021, ce qu'on observe sur les différentes filières, ECS, ECE, ECT et prépa littéraire, c'est que nous avons recruté, attiré un plus grand nombre d'étudiants issus de prépa ECS et également une année tout à fait historique pour les prépas littéraires que nous avons recrutés cette année. Audencia est souvent identifiée comme l'école de la culture, l'école de la responsabilité sociale avec des éléments qui souvent attirent les préparationnaires littéraires. On a recruté cette année une 50aine d'étudiants issus de prépa littéraire, là où ils étaient 35-38 l'an dernier. Donc on est ravis également de pouvoir attirer cette diversité de profils dès la première année du programme Grande École à travers la diversité des classes préparatoires. Une deuxième dimension sur ce qui fait l'actualité du PGE en cette rentrée 2021, c'est le déploiement d'une version dite augmentée de notre programme Grande École. Nous avons bougé un certain nombre de lignes pour préparer cette rentrée. Nous allons déployer sur les années qui viennent cette nouvelle version du programme Grande École. En quelques mots, sans rentrer dans trop de détails, ce programme Grande École, il vise à renforcer les expériences internationales de plus en plus tôt et à différents moments du programme. Il vise également à renforcer la dimension engagement qu'évoquait Christophe Germain avec un parcours dédié, avec du temps dédié pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir s'engager dans une vie associative qui, elle aussi, va être renouvelée, intensifiée, mais également pour pouvoir permettre à des étudiants de pouvoir, s'ils en ont le besoin, avoir un job étudiant significatif en parallèle de leur cursus Audencia, puisqu'on va adapter leurs agendas pour leur permettre d'avoir du temps
Donc soit pour entreprendre, soit pour s'engager dans une vie associative, soit pour avoir un job étudiant. Cette dimension d'inclusion également, elle se manifeste en cette rentrée avec différentes mesures, en tous les cas avec des dispositifs d'accompagnement financier qui ont été renforcés à la fois sur le budget propre de l'école, mais également en ayant multiplié par 4 le nombre de places en apprentissage dans l'ensemble des filières d'apprentissage du programme. Et peut-être le dernier point sur cette réforme et cette évolution du programme Grande École, en lien avec les propos de Christophe Germain, vous le savez, la place des humanités, la place de l'ouverture à d'autres champs disciplinaires que le management est une position historique pour Audencia Business School. Ça s'est traduit dès les années 90 avec cette place accordée à la culture, aux humanités. Dans les années 2000, à travers un engagement sociétal qui est donc accéléré à travers cet engagement et cette création de l'école Gaïa, et également à travers l'ouverture et le déploiement d'un certain nombre de doubles diplômes dans des champs connexes au management. S'il y a une quinzaine d'années, nous avions travaillé uniquement avec les écoles d'ingénieurs, depuis, nous travaillons en France avec une dizaine d'établissements et ça permet à des étudiants en Master 2 de pouvoir aller chercher des doubles diplômes avec 3 instituts d'études politiques différentes, avec 2 instituts et facultés de droit, avec une école sur les questions de l'énergie et de la transition énergétique avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et également, dorénavant, des possibilités de cursus à l'international, également en double compétence. Quelques exemples. Pour ce qui relève des arts, du design, nous travaillons avec Berlin, avec Florence. Pour ce qui relève de la gastronomie, on travaille également avec Florence sur la gastronomie italienne, vous l'aurez compris. Pour ce qui relève du cinéma, on travaille avec UCLA, donc en Californie. Pour ce qui relève du gaming, c'est Breda, parce que Breda, en Europe, c'est l'université sur la question de cette nouvelle dimension culturelle, qu'est le gaming, le jeu vidéo, la culture digitale. Pour les étudiants qui veulent se développer sur les métiers du journalisme, on a un partenariat avec l'ESJ en France, mais également avec des tracks disponibles à Berkeley. Et puis pour les étudiants qui veulent aller encore plus loin que ce qu'Audencia peut proposer sur les questions écologiques, on a signé avant l'été un certain nombre de partenariats avec des universités de la Ivy League, et en l'occurrence avec Columbia et Harvard, qui permettent dorénavant, à partir de 2022, à des étudiants du programme Grande École de partir dans l'ensemble de ce réseau nouveau d'universités partenaires pour permettre de vivre une immersion, parce que la promesse de l'international à Audencia, c'est une promesse d'immersion, donc on part en petit nombre chez un partenaire, mais également une promesse d'ouverture sur des socles de compétences complémentaires en fonction du projet que peuvent porter chacune et chacun de nos étudiants. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces évolutions du programme Grande École qui sont des évolutions significatives. Je crois savoir que dans le petit sac qui vous a été remis, vous avez la belle plaquette 2022 du programme Grande École. N'hésitez pas à la parcourir. Je terminerai ces propos en remerciant également Véronique Bonnet pour l'édition de cette très belle édition des textes du sujet en lien avec le thème de culture générale de l'année aimée. Je remercie également Monsieur Quignard de nous honorer de sa présence et bien évidemment de partager le regard sur ce thème 2022 avec vous, chers professeurs de classe préparatoire. Et puis en guise de transition, je remercie également Bernard Sierre pour sa fidélité, son accompagnement sur l'organisation annuelle de cette édition et à qui je vais laisser la parole pour introduire Monsieur Quignard. Très belle conférence et on aura, avec l'ensemble des équipes, plaisir à vous retrouver au moment du déjeuner en particulier. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Il y en a que je reconnais et d'autres qui sont nouveaux. Même chez les professeurs, il y a des gens nouveaux. Ça fait maintenant plus de 20 ans, presque, dans mon idée, ça s'approcherait presque de 30, mais on vieillit tellement vite que nous faisons cela tous les ans, un livre, une conférence. Vous y êtes habitués. Cette année, c'est un honneur particulier pour moi parce que l'auteur que nous recevons, l'écrivain que nous recevons, lui aussi, je le connais, mais lui, depuis 50 ans, nous ne nous étions jamais vraiment rencontrés, mais moi, je l'ai rencontré, j'étais au Brésil à l'époque, je reçois une revue de la NRF, et dessus, il y avait un texte
d'un auteur que je ne connaissais pas, Pascal Quignard, Le Lecteur. Et je suis tombé raide, si je peux dire, devant ce texte d'un auteur que je ne connaissais pas. Et comme le Brésil, à cette époque-là, était un pays très lointain, j'avais aucun moyen de me renseigner. Et ce n'est qu'au fur et à mesure des années que j'ai appris à connaître cet auteur qui a été un phare pour moi pendant mon existence. Donc, je ne dirai pas plus, parce que je crois que si vous êtes là, vous savez tous qui est Pascal Quignard. Et soyez attentifs au côté archipélique de ses traversées, de ces sauts de monde d'une île à l'autre. Il va nous parler d'aimer. Il a accepté tout de suite, sans discussion, de venir vous voir, enfin de venir nous voir ici à Nantes. C'est un plaisir. Je lui laisse la parole. Merci d'abord pour tout ce qui a été dit et merci d'être là. Je vais commencer par donner une définition négative de l'amour, au moins on va se débarrasser de ce qu'il n'est pas. Tout homme, toute femme qui assigne une fin à l'amour n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour n'aime pas. Qui impose un contenu n'aime pas. Qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l'or, une récompense, n'aime pas. Qui court après la réputation, l'ascendant social, l'honneur, n'aime pas. Qui vise le champion du tournoi, la sainteté religieuse, la délicatesse de la nourriture, l'ordre du lieu, le soin du jardin, n'aime pas. Maintenant, de façon plus positive, on va examiner les mots. Le dieu amour en Grèce se nomme Eros. Mais l'origine de ce mot Eros est inconnue. Aucun philologue n'est parvenu à en déceler la source dans les langues répertoriées. J'aime que ce mot soit un trou noir. C'est comme le mot littérature, le mot littéra est d'origine inconnue. C'est le désespoir des lettrés. Eros fut tout d'abord, très tôt, à l'époque archaïque, une image qui prit la forme humaine d'un dieu ailé qui chasse, qui cherche, qui s'embusque, qui explore, qui tire soudain une flèche, qui blesse. Puis, à l'époque classique, il rajeunit. C'est un jeune mâle qui poursuit une petite proie de plumes ou de fourrure blanche ou de crête rouge, corbeau, lièvre, agneau, coq. Enfin, dans le monde romain, c'est un enfant qui tient un instrument, l'instrument que le dieu qui est retombé en enfance tient à la main, soit de séduction, soit de prédation, et soit une lyre, soit un arc. L'un et l'autre se distinguent mal dans leur genèse. Mais les préhistoriens soutiennent que l'arc musical aurait précédé l'arc de mort. Il est donc difficile de savoir ce que le dieu, dont le nom est d'origine inconnue, tenait dans ses mains. Je vais lire le mythe de Héros et Léandre que je vais retraduire directement du texte grec de Musée qui date du 5e siècle. Marlowe, qui mourut assassiné alors qu'il traduisait ce poème, disait « C'est la plus belle histoire d'amour du monde ». Arriva le jour de la fête d'Aphrodite Kypris. La prêtresse de la déesse se rendit au temple de la Vénus des vagues, de la fille du ciel Ouranos. Elle a revêtu la robe blanche. Son visage vibre de beauté. Léandros l'aperçoit. Il ne voit plus qu'elle. Il s'approche irrésistiblement. Elle lève les yeux. Elle se réjouit de voir si beau celui qui s'approche. Elle baisse la tête. Léandros touche ses doigts. Héros retire sa main.
Léandros saisit l'ourlet de sa robe toute blanche et la tire doucement. Lentement, elle le suit dans le recoin du temple. Il lui chuchote qu'il l'aime, qu'il la désire. Elle lui rappelle que, comme elle est la prêtresse de la déesse Aphroditê Urania, elle est sacrée, elle est interdite aux hommes. Elle est vouée à la mer et à la déesse qui est née d'elle. Mais Léandros découvre, alors qu'il l'entend dire qu'elle lui est interdite, que sa voix est aussi belle que son visage, que sa voix basse et grave est aussi belle que son corps, que les inflexions et les modulations et la douceur de sa voix sont aussi belles que ces deux seins qui maintenant, au haut de son torse, pointent sous l'étoffe blanche. Quand Léandros lui confie brusquement son amour, aussitôt Héros regarde le sol. Léandros regarde avec elle le sol, le bout de son pied rose dépasse l'ourlet de sa tunique. Elle bouge à peine les lèvres, elle murmure que quand elle n'est pas au temple, elle vit enfermée au haut d'une tour dont elle ne peut sortir. Il lui demande comment il faudrait qu'il s'y prenne pour pouvoir la rejoindre dans sa tour. Elle hausse son sourcil, elle lève son regard un brusque instant vers les deux yeux si vifs de Léandros. Il faut traverser l'eau. Entre les rives de l'Europe et celles de l'Asie, le courant qui afflue est si puissant que la plupart des vaisseaux préfèrent renoncer à suivre cette voie étroite, mais périlleuse. Il faudrait s'élancer à partir des rochers d'Abydos. Il murmure en saisissant sa main, « Toi qui es la prêtresse de la déesse de l'amour, toi qui ne cesses de célébrer l'amour de l'amour, tu ne peux ignorer ce à quoi tu as promis tes jours, il faut que tu célèbres à ton tour son mystère. » Elle ne lui répond pas, mais tout à coup, elle lui a abandonné sa main. Alors il répète, « Célébrons à notre tour le mystère qui fait le propre de la déesse que tu sers. Tu es si belle, il faut que tu en connaisses la beauté. Si tu veux célébrer comme il convient la déesse que tu vénères, il est indispensable que tu en mesures tout l'ensorcellement. Même, il faut que tu connaisses le vertige où la passion de l'amour entraîne, car il est un abîme où la conscience tout entière se perd au fond du corps comme une pierre au fond de l'eau. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Héros. Je vis seul sur une île au milieu des vagues sur la pointe de Sestos. Emmuré au plus haut de la tour, qui peut me rejoindre ? Personne ne peut me rejoindre. Sans cesse, jour et nuit, nuit et jour, gronde à mes oreilles le bruit de la mer, l'invraisemblable vacarme de la déesse que le vent soulève. Je t'aime, Héros. Je plongerai dans le flot. Je trouverai le moyen d'oublier le vacarme et de percer la houle. Je traverserai le courant qui effraie les navires et qui fait osciller affreusement les barques dans les vagues. Tu n'as qu'à monter au haut de la tour où on te tient enfermé et brandir au bout de ta main une lampe. Elle guidera ma nage, elle orientera mon effort, elle fortifiera mon courage. Dans les ténèbres, j'aurai les yeux fixés sur toi en les portant sur elle. Venu d'Abydos, j'atteindrai ton rivage, trempé, échevelé, ruisselant, toi, Héros, tu refermeras alors les bras sur moi, Léandros. Elle incline la tête, la Vierge. Elle saisit avec sa main la main de Léandre qui serre son poignet. Elle la presse. Ce fut simplement de la sorte qu'elle convint du message d'amour dont témoignerait la lampe chaque nuit où il pourrait s'étreindre. Il attendit la nuit. Toutes les nuits, il attendait la nuit. Il attendait la nuit, et chaque fois que la nuit venait, chaque fois que le soleil s'effaçait, tandis que les femmes et les hommes fermaient les barrières de leurs champs
verrouillaient les vantaux de leurs portes, tandis que leurs paupières s'abaissaient, tandis que leur corps s'affaissait sur les couches de paille, tandis que les membres ne bougeaient plus et qu'ils s'assoupissaient, tandis que leurs âmes gagnaient le monde de Morpheus, de Hypnos, debout sur le rivage de la mer où gronde le ressac, Léandros tenait ses yeux ouverts. Il voyait ce que le dieu Onéros aux larges ailes désirait sans cesse voir. Il regardait Nyx, la nuit, sa mère, et il fixait la tour. Il était à attendre de voir, une attente de voir. Il espérait une espèce de lueur parmi les nuages sombres. Il épiait patiemment parmi les étoiles, les écumes, les embruns, les reflets, une mèche de lin qui flambe sur son lit d'huile et qui sent tout à coup l'olivier dans la fumée qui la surmonte. Il cherche à apercevoir la lampe qui brille au loin, juste un peu au-dessus de la surface de l'eau. Il cherche à distinguer la lumière qui naît du bonheur. Et quand subitement Héro montait haut de la tour, quand elle élevait enfin la lampe au sein de la nuit noire, Léandros sur le champ se mettait nu, il serrait ses vêtements, il les nouait autour de sa nuque. Alors, tout luisant dans l'ombre, plein de désir, il plongeait dans l'eau de la mer, il nageait avec vigueur, à contre-courant, les yeux fixés sur le vacillement de la flamme. Au bout d'une heure de lutte dans le tonnerre des eaux, il arrivait au promontoire sur lequel se dressait la tour. Héro l'accueillait en saisissant sa main glacée. Elle le hissait hors de l'eau de mer, elle le tirait vers elle, elle entourait d'une étoffe le corps trempé et grelottant de son amour, elle le faisait monter dans sa chambre, elle frottait un à un ses 4 membres, elle ôtait l'algue de Marmara, elle raclait le sable du Bosphore. Avec une éponge de mer, elle épongeait toute la surface si douce et si ferme et si jeune de son corps. Elle lavait ses cheveux et en ôtait le sel. Elle oignait sa peau d'une huile d'amande parfumée. Elle le menait à son lit, l'enlaçait, l'aimait. Brusquement, sans qu'on pût s'y attendre, la tempête se leva. C'était un jour d'hiver. C'était un jour où les tourbillons de nuages défilaient sur la mer. Léandros, posté sur le rivage d'Abydos, vit la lampe s'élever au sein de la nuée grise, au loin, très loin, plus loin encore, de l'autre côté du bras de mer démonté, au-dessus de la tour de Héro. Plein de désir, malgré le froid, il se mit nu. Il oubliait le mouvement des vents qui s'enroulaient autour de lui. Il serrait ses vêtements sous sa nuque, il les y attachait avec sa ceinture de cuir. Il plongea dans l'eau glacée. Il reprit son souffle au milieu de la nuit noire. Dans les sifflements, les huées de la houle, il se mit à nager avec vigueur vers la flamme lointaine. La pluie s'était mise à tomber, mais les trombes d'eau avaient beau s'ajouter à la violence des rafales. Lançant ses bras, il perçait les unes, il franchissait les autres. Soudain, un coup de bourrasque souffla la mèche de la lampe. Soudain, il ne vit plus rien, ni la flamme, ni la tour, ni le haut, ni le bas, ni le ciel opaque et les étoiles recouvertes par les nuages, ni l'abîme sombre que les vagues hérissaient, ni l'est où la lumière s'érige et apparaît, ni l'ouest où elle dépérit et où elle se dissout, rien, rien. La nuit noire, le fond du ciel noir, le chaos des nuages couleur d'encre et sa tristesse. Ses pieds tressautaient en vain dans la substance obscure. Ses bras se dressaient en vain dans l'air sans forme des ténèbres. Ses lèvres sans cesse réimmergées avalaient l'eau amère. La mer roula, la mer enroula, renversa, engloutit son corps. Héro pleurait, tenant devant ses yeux hébétés au bout de son bras sa lampe éteinte. Devant la petite tresse de lin toute noire trempée par l'averse, elle gémissait. Héro hurlait le nom de Léandros dans l'ouragan. Elle vint appuyer son coude sur le créneau de pierre. Elle se penchait, elle cherchait le corps nu d'un homme à la surface des vagues. Elle ne percevait rien,
Quand l'aurore vint, elle ne voyait toujours rien. Quand l'aube naquit, elle continuait de chercher le dos d'un homme qui nage sur le vaste dos bleu de la mer, et elle continuait de ne rien percevoir de semblable. Elle vit le soubissement de la tour. Là, à côté du soubassement de la tour, tout en bas, au-dessous d'elle, elle aperçut, elle discerna, déchiqueté par les écueils, le cadavre d'un homme étendu sur le dos parmi les coquillages. Soudain, Héro déchira en deux sa robe sur sa poitrine. Elle ouvrit ses deux bras comme s'il s'agissait d'elle. Tel un oiseau de proie, elle fondit la tête la première sur le corps de son amant si loin au-dessous d'elle, déposé par la mer sur la grève. Elle referma ses bras sur lui, elle s'encranta, jouissant une dernière fois l'un et l'autre, l'un de l'autre, entièrement, invraisemblablement. Ses ailes sont merveilleuses. Il semble en Asie et en Grande Grèce qu'une merveilleuse complétude vole au-dessus de l'amour des hommes et des femmes. Ce complètement entr'ouvre les bras et les referme sans fin pour battre, pour serrer, pour broyer l'air, pour ouvrir l'aisselle et inventer l'aile, pour voler. Dans le mythe de Héro et Léandre, si s'étreindre est un envol, s'étreindre est aussi un plongeon. Cette étrange complétude vient s'emboîter sur la grève, vient s'agripper en toute hâte, brusquement, pour mourir. Ce détroit périlleux entre les hommes et les femmes est une idée merveilleuse. Maintenant, passons à Rome. Que veut dire amor à Rome? Là, l'étymologie est parfaitement sûre. Le mot même d'amour est au bord de la bouche. Loin en amont, amor, un mouvement des lèvres, un léger mugissement universel du bout des lèvres qui se tendent, ma, amor. Le latin amor n'est pas sexualité, mais sein, tété, giration, agrippement incontrôlable autour de ce relief de mamelon, de mamelle. Un manger étreindre instinctuel y gire, s'y love. Dans le monde romain, l'amour, dans tous ses gestes, réarchaïse l'expérience corporelle, non pas de la conception fœtale, une mère où on nage comme l'embryon durant le temps fœtal, mais celle du trauma de la naissance du corps projeté dans l'air atmosphérique. L'aimé débouche dans la vie et la lumière comme le fœtus débouche dans le monde. Madame de Warens et Rousseau. Rousseau appelle la femme qu'il aime, la femme de sa vie, maman. Rousseau, après Madame de Warens aux Charmettes, c'est Chopin, à Nohant, auprès de George Sand. Dans le mythe latin de Psyché et Cupidon, on quitte l'eau du premier monde. La mer est remplacée par la nuit. Aimer ne veut pas voir. Aimer aime la nuit. Aimer rêve. Aimer aime rêver. L'amour ferme les yeux pour sentir davantage. Clélia Conti ne se donne à Fabrice Del Dongo qu'à la condition qu'il n'y ait pas de lumière. L'amour entraîne dans l'invisible. Comment disparaît l'amour? Il s'éteint. La scène de la disparition soudaine de l'amour se trouve dans Apulée. Après les Métamorphoses d'Ovide, les Métamorphoses d'Apulée constituent un des plus beaux livres de notre histoire. C'est Psyché qui est à la manœuvre. Quel dispositif étrange impose le désir. Aussi étrange qu'Ulysse, ficelé au mât de son navire pour écouter le chant des femmes ailées qui chantent, qui dansent, qui attirent. Aussi étrange que les deux chevilles d'Œdipe trouées par une barre de fer cadenassée, en sorte qu'il soit dévoré par les rapaces et par les fauves, ainsi que le souhaite son père. Aussi étrange que Jésus,
les paumes transpercées par un clou, le flanc ouvert à l'air d'une lance au-dessus du visage de sa mère. Psyché, c'est-à-dire la psyché, l'âme, prend un couteau à beurre en forme de demi-cercle, à double tranchant, d'origine sibérienne, en latin novacula. Le polit, l'aiguise, le cache sous le matelas où elle dort. Elle prend une lampe qu'elle emplit d'huile, puis renverse sur la flamme une marmite pour que la flamme qu'elle lance soit invisible par le dieu au mi-temps de la nuit. Elle se laisse emplir par la semence du dieu informe et nocturne qui pèse sur elle. Eros jouit et s'endort. Psyché se lève. L'âme s'éveille. Déchaussée sur la pointe des pieds, elle marche dans l'ombre. Elle gagne l'amphore qu'elle relève en silence. L'âme allume la lumière et Eros, soudain, disparaît. Quelle présence se cherche dans l'amour? Une présence sans représentation, une présence pure, un sentir tout, du tout, les yeux fermés. Maintenant, la France. L'histoire de Mélusine date de la fin du XIVe siècle. En 1392, Jean d'Arras se mit à noter par écrit l'histoire de ses ancêtres. C'est le duc de Berry qui lui en a fait la demande. Vous vous souvenez du duc de Berry, le livre d'heures et des miniatures si merveilleuses. Mélusine est leur aïeul. Lusignan se trouve au-dessus de la Vonne, entre Poitiers et Niort. Aimery de Poitiers était à poursuivre à cheval un sanglier dans la forêt de Niort. Remondin, son écuyer, le perdit de vue, le chercha, erra. La nuit survint, son cheval le mena près de la fontaine des Trois Soifs. 3 femmes, entièrement nues, dans la clarté lunaire, jouent dans l'eau de la fontaine. Elles rient, elles s'éclaboussent, leur beauté est stupéfiante. La plus belle prit d'une main énergique le frein du cheval de Remondin. « Remondin », lui dit-elle. Alors il leva les paupières en entendant prononcer son nom. Mélusine, c'est la mère Lucine, la reine de lumière, la fée du printemps, la souveraine des bourgeons et des croix. La nymphe de la fontaine lui proposa une seigneurie plus grande que toute la forêt qui les entourait s'il la prenait pour épouse. Il inclina la tête en signe d'acquiescement, mais elle posa une condition, que jamais, le samedi, il ne s'enquérerait du lieu où elle irait. Remondin avança sa main droite et la tendit devant lui. Le jour des noces, elle dit son nom véritable, Mélusine d'Albanie. Quand vint le soir, elle édifia, en claquant les doigts, la forteresse de Lusignan pour y recevoir son époux. Il entra dans la forteresse, il pénétra dans la chambre, il monta sur elle et lui donna un fils. Chaque année, s'élevait un château où s'édifiait une abbaye, selon qu'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. C'est ainsi que le comte de Poitiers couvrit le Poitou de bourgs, de citadelles, de sanctuaires, d'églises. Bientôt, son fief s'étendit jusqu'à la mer. Ce furent maintenant des ports qui se creusèrent le long des côtes. Ce furent des phares qui se dressèrent dans les vagues de l'océan. Alors le frère du comte de Poitiers, le comte de Forez, eut un soupçon. Il vint trouver son frère. « Je pense que ton épouse appartient à un autre monde que le nôtre. » Remondin l'écouta, mais il aimait le silence. Il se butait dans le silence. Un samedi, le comte de Forez vint à Lusignan et demanda à voir la châtelaine. Remondin ne lui répondit pas. Alors le comte de Forez dit « Je pense que tous les samedis, ta femme fornique avec un autre. » Remondin baissa la tête et garda le silence.
Son frère ajouta: « Mon frère, je pense que tu ne peux pas supporter plus longtemps ce déshonneur que ton épouse t'inflige. » Le comte de Poitiers se leva, il repoussa en silence son frère, mais l'image de sa femme infidèle se mit à le hanter. Le samedi suivant, devenu fou de jalousie, hébété par la douleur d'être trompé par la femme extraordinaire qu'il aimait, il prit son cheval. Il alla où Mélusine allait. Il trouva un huis de pierre épais. Il creusa l'huis jusqu'à ce qu'il pût voir tout ce qui était dans la chambre de pierre. Elle était seule, et il en fut immensément heureux. Elle était incroyablement belle dans l'ombre. Ses beaux seins étaient nus, elle peignait ses cheveux. Puis il découvrit, au fond de la cuve, qu'elle n'était femme que jusqu'au nombril et qu'à l'aval, elle avait une longue queue de serpent. Aussi grosse qu'un tonnelet de hareng, dit le texte 1392, aussi grosse qu'un tonnelet de hareng, et si épaisse et si dure qu'elle battait l'eau dans la cuve avec un grand tapage et éclaboussait jusqu'aux voûtes de la salle. Il fut horrifié. Il s'écarta. Il reboucha le trou qu'il avait percé avec la cire de la chandelle qu'il tenait dans sa main dans le noir. Le soir, quand Mélusine arriva dans la cour du château, elle lui dit: « Tu m'as vu. Tu n'étais pas entièrement une femme. On n'est jamais entier. » Elle s'évanouit sur le pavé de la cour, puis redevenue serpente, elle se transforma en oiseau, car tous les oiseaux ont été des reptiles, et s'envola. Enfin, elle s'abattit sur la tour poitevine du château de Lusignan et la brisa en deux. Le plus beau livre, selon Freud lui-même, qui ait été écrit au XXe siècle sur l'éros, est celui de Ferenczi. Il est intitulé Thalassa en français. Il est intitulé Catastrophe en hongrois. Ce n'est plus le ciel où on s'envole, c'est la mer où on plonge. Au milieu de son essai, Ferenczi cite Bölch, qui est lui-même un disciple de Haeckel, Ernst Haeckel, grand maître, fondateur de l'écologie pour Gaïa. Il écrit une phrase qui est si étrange la première fois qu'on la lit, même la deuxième fois, c'est presque une énigme. Le pénis est un organe mélusine. Ferenczi précise que Bölch évoque cet ancien poisson qui date d'avant l'assèchement catastrophique. L'amour est océanique. L'amour est lié au monde océanique qui a précédé le vivant. Comme le dit admirablement Madame de Lafayette, aimer, c'est sauter la muraille de la différence sexuelle. Comme le dit admirablement Musée dans le mythe de Héros et Léandre, aimer, c'est sauter du haut de la tour jusqu'au fond de l'unité perdue. Et voilà. Une traversée. Allô? Ah voilà. Il faut parler dans le micro, m'entendez? Voilà une traversée, comment dire, catastrophique dans la bibliothèque et dans la mémoire. Je ne sais pas de quelle façon ça peut faire des questions, mais la parole est ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Quel beau silence. Oui.
Je sais que c'est difficile parce que, effectivement, les références à la fois sont célèbres mais mal connues et presque secrètes. Et deuxièmement, ce type de traversée nécessite de les méditer. Je comprends bien que ça ne pose pas tout de suite question, ou en tout cas ça en pose aussi bien trop pour pouvoir être dite tout de suite. Est-ce que vous avez le micro allumé? Non. Moi C'est beaucoup mieux. Il faut bien parler dans le micro parce que j'ai l'impression qu'il chope juste à côté. Oui, c'est dur d'intervenir parce que c'est dur de fixer l'unité, et heureusement parce qu'on voit tous les aspects. Néanmoins, il y a quelque chose qui me semble travailler ce que je viens d'entendre, c'est l'idée que, au fond, ce qu'on cherche un peu en vain dans l'amour, c'est quelque chose qui serait caché, innommable, et qui est en fait... qui était déjà là, qui était avant, et qu'on essaie de retrouver. Donc, comme s'il y avait un fond nostalgique de l'amour. Comme si finalement l'intérêt de la chose, est ce qu'on ne connaîtra pas, et ce qu'on ne doit pas connaître, c'est ce qui fut, c'est une unité primordiale. Je me demande si on ne peut pas aussi, penser les choses à l'inverse, c'est-à-dire pas faire de l'amour une sorte de pas en arrière, un peu vain, où on essaie de retrouver quelque chose qu'on aurait perdu. On a ça chez Aristophane, par exemple. Mais plutôt quelque chose qui nous pousse vers l'avant, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire que le mystère de l'amour, ça ne serait pas forcément ce qui serait caché et ce qui serait à retrouver, mais en même temps à éviter, qui est derrière nous. Je me demande si ce ne serait pas plutôt quelque chose qui est encore à construire, à faire. Et si c'est inconnu, c'est parce que c'est de l'ordre de l'inattendu. Je ne suis pas forcément d'une grande clarté. Non, ça va. Si, c'est très... C'est pas facile. Ça marche plus? Ah oui, ça marche, oui. Ça marche. Non, vous êtes d'une grande clarté, mais si vous voulez, il y a plusieurs traditions sur l'amour. Et pour l'amour littéraire, en effet, c'est cette nostalgie qui habite les histoires d'amour dans la littérature. Dans la tradition philosophique, par exemple, c'est tout le contraire, c'est très proche de ce que vous dites. Il s'agit de construire quelque chose. D'ailleurs, très curieux, parce que j'ai lu une thèse il y a 2 ou 3 ans, qui récoltait la totalité des versions philosophiques de l'amour, qui toutes le laissent à l'état très peu durable, pour lui substituer un lien social beaucoup plus riche, reproducteur, et comment dire, où le désir s'éteint, ce qui n'est pas du tout le cas dans la tradition littéraire. Il faut laisser, je crois, les traditions elles-mêmes très pour ce qu'elles sont, ne pas essayer de les rassembler. C'est pour ça que ma façon de penser, en effet, peut paraître énigmatique, mais c'est le seul souci que j'ai, c'est de rendre énigmatique précisément ces sources anciennes, parce qu'elles sont énigmatiques elles-mêmes, confrontées à une énigme elle-même. Dans une toute autre tradition, qui est la tradition chamanique, par exemple, là, le passé est encore plus fort, parce que ce qui a, comment dire, c'est le rêve on s'adresse au rêve par oniromancie pour pouvoir savoir ce que l'avenir sera, et c'est forcément le passé qui revient, l'aïeul, le fantôme. Et dans ce cas-là, c'est des admirables traditions de fantomatisation du monde. Oui, moi je réfléchissais à l'idée que l'amour cherchait à rassembler 2 identités c'est l'idée de Platon, de fait. Celle-là, elle est explicite chez Platon. C'est vrai que c'est pas la même tradition, les mythes, le 5e siècle, là, qui est pratiquement contemporain de Platon, ou à peu de choses près. Je trouve vraiment, c'est pour ça que je l'ai cité en entier, le texte de Musée, quel nom curieux d'ailleurs pour un écrivain que celui de Musée, mais parce que cette idée d'un détroit presque infranchissable entre l'homme et la femme, mais quand même franchissable, est une assez extraordinaire idée. Simple et merveilleuse idée.
Et ça a l'air d'être la séparation du Bosphore. C'est un tout petit peu plus bas, c'est les Dardanelles. Ah, c'est les Dardanelles, ouais. Quelqu'un voudrait lever la main parce que sinon je... Ah, là, c'est à droite. C'est derrière le photographe. Voilà. Pardon, monsieur. Je vous ai... Ah, on va vous amener le micro. Merci. Merci Pascal Quignard de nous avoir rappelé ces récits tellement inspirants. Je voudrais revenir à mon tour sur un texte qui a été cité tout à l'heure, Le Lecteur, qui m'a beaucoup impressionné aussi. Et dans ce texte, vous faites un parallèle entre le corps d'amour, le corps de l'amant et le corps du lecteur. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce parallèle et l'éclairer? Merci. C'est une autre tradition, alors, puisque je parle de tradition, qui est la tradition psychanalytique. C'est l'amour et le transfert. L'amour et le transfert. Les plus beaux textes là-dessus, c'est visiblement la conception des sœurs Bronte, particulièrement Émilie Bronte avec ce I am Heathcliff, je suis l'autre, je suis habité par l'autre. Lorsqu'on lit la lecture, c'est l'épreuve même du transfert. On n'est plus dans le papier, on n'est plus dans l'espace, on n'est plus ce n'est même pas un acte volontaire. À un moment, on cède, on est parti ailleurs. Surtout dans la lecture d'un roman, il faut dire, qui ne demande pas de contrôle ou de critique. Et alors là, on est l'autre. On est l'autre. On oublie le temps. Oui, c'est ce thème-là qui était traversé, qui est très, très proche aussi de l'expérience des mystiques, à vrai dire. Où chez les mystiques, à la fin, en effet, ce qui est recherché, c'est une sorte de prière unitive, profondément unitive à l'égard de ce qu'on approche. Je ne veux pas vous troubler en disant qu'il y a plusieurs traditions, mais c'est vrai, Dieu merci, dans l'histoire humaine, il n'y a pas qu'une définition du mot aimer. Et je trouve bien de les laisser, comment dire, disparates. Elles ont même l'air de s'échouer là où vous êtes, parce que il en vient de partout et elles finissent par continuer à vivre de façon un peu aventureuse dans vos textes. À la limite, vos textes peuvent être considérés comme un ramassage de traditions d'une certaine façon. En tout cas, comme on ramasse des coquillages sur une plage. Ou des planches, des choses échouées. Tout à fait, non, tout à fait. Mais quand on longe, nous tous, je pense, quand on longe la mer, quand on voit, comment dire, l'estran prendre la place, non seulement il y a à ramasser ce que la mer en montant a délaissé, mais il y a aussi à découvrir un espace totalement nu et vide qui est d'une pureté d'eau, d'une innocence totale, intacte. De nouveau, chaque jour, il y a quelque chose d'intact qui revient. Oui, bonjour. Bon, d'abord, merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Alors, j'ai une question parce que dans son dernier ouvrage, Santiago Amigorena dit que la différence entre l'écrivain et les philosophes réside dans, d'une part, de la part de l'écrivain, un manque de confiance dans la langue. L'écrivain cherche à inventer la langue, à créer une langue alors que les philosophes cherchent à l'expliquer. Et il a une confiance dans les mots et dans la langue et le langage que l'écrivain n'aurait pas. Je me demande si on peut établir le même parallèle avec l'amour philosophique et l'amour littéraire, s'il y aurait le même type de différence entre les deux.
ça voudrait dire dans ce cas qu'il y a une sorte d'émulation, de concours entre les deux. Moi, je pense que les traditions, j'admire beaucoup la tradition philosophique. Je pense que les traditions n'ont pas le même narrateur. Donc, il n'y a pas à en vouloir à une ou privilégier l'autre. Le philosophe, d'ailleurs, dans la copie de dissertation, je me souviens qu'on disait qu'il ne fallait pas dire « je ». Et dans le texte littéraire, c'est le contraire. Il faut prendre, comment dire, intimement, complètement parti à l'intérieur du contenu de ce qui est dit. D'un côté, c'est la société, ou c'est le surmoi. Et de l'autre côté, c'est un moi de plus en plus individuel. Mais ça ne retire rien, comment dire, à ce qui est cherché chez l'un ou ce qui est cherché chez l'autre. Vous voyez comment je pense la chose. Je ne l'opposerai pas violemment comme un détroit. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis encore sous le charme de ces textes magnifiques. Je voudrais savoir, ça m'intéresse personnellement, l'amour, c'est très difficile de parler de ce sujet, je trouve. C'est un sujet tellement vaste et tellement compliqué. Là, avec ces textes, on a l'impression que tout est magnifique, tout est beau et superbe. Or, je pense que nous savons tous que ce n'est pas toujours le cas, que l'amour est difficile pour beaucoup de gens. Et l'amour est une source d'inspiration. Vous qui connaissez bien la musique, je pense à Otello ou Puccini, La Bohème, ou en littérature, tous les grands romans qui traitent de l'amour et tout est dramatique, Madame Bovary, enfin voilà, bon, il y a dans toutes les langues. Et moi, j'aimerais savoir, ça c'est très personnel, j'aimerais savoir quel est votre roman d'amour préféré, quelle est votre histoire d'amour préférée. Merci. Ça vous fait rire parce que ça demande beaucoup de réflexion en fait. Hein, c'est très difficile. Ouais. Je pense que c'est malheureusement c'est la châtelaine de Vergy. C'est une histoire d'amour absolument où le messager est un chien entre comment dire, l'homme lige d'un seigneur. Ça se termine très très mal en effet. Mais vous savez, il y a eu un moment une discussion, et souvent, comment dire, c'est dans une tradition particulière de la psychanalyse qui est celle de Lacan, dans laquelle on s'était mis à dire l'amour n'existe pas, comment dire, le rapport sexuel n'existe pas, en fait c'est absolument impossible, un homme ne pourra jamais sentir et éprouver ce qu'éprouve une femme ne pourra jamais s'approcher d'un homme. Mais quels sont les faits les plus merveilleux qui disent le contraire? Ce sont tous les crimes d'amour. Ça prouve bien que l'amour existe, parce que ces crimes épouvantables sont aussi, comment dire, la preuve qu'il y a quelque chose d'infini dans la séparation sexuelle qui rend ce sentiment, quoi qu'on dise, invieillissable. Infini, éternel et invieillissable. Donc, ce que vous dites, je le comprends dans son drame. Et puis c'est faux un petit peu, si vous voulez, parce que vous prenez Schubert, vous prenez la douleur d'amour à l'état pur. C'est aussi une joie, pas euphorisante, c'est une très très grande joie exaltante. Donc même cette idée de douleur n'est pas quelque chose qui révoque l'amour. Non ? Le voyage d'hiver, elle dit. Ouais. C'est le dernier Schubert, ça. Ouais. Il y a une... Je vous laisse le temps de réfléchir, mais il y a une question qui n'a pas été approchée, qui pourtant me paraît à moi, quand est arrivé ce thème, aimer, parce que je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'il y a un verbe à l'infinitif comme ça qui est donné. Et je me suis dit, ça va être dur
de parler toute l'année sur un verbe, quoi, sur un seul verbe. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas l'amour. Aimer, c'est pas l'amour, pas exactement l'amour. Et d'autre part, je me suis dit, où est-ce qu'on voit le verbe aimer de la façon la plus j'allais dire violente, c'est dans le religieux. Hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ou alors comme Dieu vous aime. On ne sait pas trop. Et cette dimension-là, religieuse, quasi sacrée, enfin, la partie sacrée, vous l'avez dans votre panorama, mais disons cette partie religieuse avec la transcendance, voilà, elle n'est pas venue, me semble-t-il. Comme vous avez fait 2 volets, je vais faire 2 volets aussi. Quand j'ai lu Aimer, comme vous, j'ai été surpris, mais pas pour la même raison. Je me suis dit, mettre ce verbe à l'actif, alors qu'il n'y a pas de sentiment plus passif et de plus, comment dire, engloutissant que l'amour, c'est une façon de ne pas traiter l'amour. Aimer, c'est vouloir rendre actif, volontaire, un acte qui n'est pas un acte volontaire. D'accord. Non, ça a été mon premier sentiment. Oui. Bon. Sur les dieux et le caractère sacré, dans le monde chrétien, dans le monde musulman, c'est absolument, absolument sublime, parce qu'il y a des théologiens, comment dire, qui ont créé d'ailleurs la pensée courtoise, une pensée d'amour très particulière, c'est le thème du Dieu jaloux. Non seulement le Dieu aime, mais il est exclusif. Je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Or, moi, je ne mets pas la jalousie dans l'amour. La jalousie est un sentiment, une passion tout à fait effrayante, totalement homosexuelle. Et quand on en fait l'objet, c'est tout à fait épouvantable parce que c'est l'autre. C'est être dans les bras de l'autre femme que la femme voit. C'est être dans les bras des autres hommes que l'homme voit. Mais les individus sont perdus, n'existent pas. Je ne mets pas en cause la souffrance de ceux qui sont jaloux. Mais ils ne s'adressent pas ils s'adressent pas à l'aimer. Si bien que les dieux jaloux, qui ne veulent pas qu'on puisse aimer à côté d'eux, voilà ce que des réflexions. C'est vraiment les réflexions que je peux avoir, mais c'est pas. C'est aussi une tradition. Voilà, la tradition religieuse est admirable. Il y a des textes absolument. Eh bien, moi, je peux vous dire, en tout cas, que je vois que aimer abasourdit. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup le vide. Vous avez fait beaucoup le vide autour de l'amour. Vous avez dit le jardin, c'est pas aimer, le désir, l'ambition, etc. Donc en faisant le vide de tout ça et en disant que, et en niant presque même que dans l'amour, il n'y a pas que l'amour, disons, c'est difficile de retrouver un chemin vers l'expérience commune, je dirais. Pardon, excusez-moi. Pascal Quignard, vous avez cité tout à l'heure Madame de Lafayette en disant aimer, c'est sauter la muraille. Voilà. Aimer, c'est sauter la muraille. Donc aller vers l'autre. Est-ce que vous pensez à ce moment-là, et peut-être nous le pensons tous, parce que nous le vivons tous les jours aussi, que l'amour, c'est la seule initiation, celle qui nous oblige à sortir de notre gang et de peut-être sauter peut-être dans le noir, dans le vide, en tout cas vers un inconnu. Est-ce que c'est la seule initiation? Je me plonge. La seule. Oui. Initiation. Est-ce qu'on apprend? Là, c'est vous qui êtes beaucoup, beaucoup plus difficile et énigmatique que moi. Parce que, est-ce qu'on apprend? Non, je ne sais pas. Non, en tout cas,
relation à l'inconnu, on peut la voir par tous les arts, par la nature, partout. Je ne crois pas que cette initiation, non, on peut sauter la muraille, mais c'est tout ce qu'on peut faire, et c'est pas sûr qu'on y arrive. C'est une phrase de Madame Lafayette qui dit ça à Madame de Maintenon lorsqu'elle apprend qu'elle a demandé à Racine de lui écrire des pièces pour ses... Elle lui dit, mais non, vous n'allez pas, comment dire, faire apprendre les vers merveilleux de Racine à vos filles, elles sauteraient la muraille. Ce qui donne d'ailleurs un sens à la littérature tout à fait... C'est difficile. Je comprends votre question, j'ai du mal. C'est le mot initiation, parce qu'il y a quelque chose de construit dans l'initiation. Je ne sais pas. Vous diriez alors que l'amour est sans chemin et sans... Mais toutes les histoires... Sans étapes. Mais le coup de foudre est un coup de foudre. Et tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un coup de foudre. Ce n'est pas du tout quelque chose, c'est l'expérience, en effet, la plus... C'est d'ailleurs très curieux qu'on prenne quelque chose au monde du ciel pour éclairer une nuit soudaine par un éclair. Au milieu. Bonjour, merci de votre conférence. Une référence un peu saugrenue. L'Antiquité latine nous a donné aussi des manuels de techniques pour aimer à l'actif. C'est même Ovide. Oui. Qu'en faites-vous ? D'ailleurs, il a été puni par l'empereur violemment. Et j'admire énormément l'œuvre d'Ovide. Mais ce sont des manuels, comment dire... c'est la même chose d'ailleurs dans l'âne d'or d'Apulée. Il y a bien sûr Psyché et Cupidon, mais il y a aussi, comment dire, la jeune servante Photis qui apprend l'amour comme dans un manuel. Mais ce sont des manuels sexuels. C'est comment dire, c'est une façon de réduire d'ailleurs. L'Antiquité a assez aimé ça. L'amour a une espèce de gymnastique, une sorte d'ascèse physique, mais ça ne caractérise pas pour moi l'amour. La relation sexuelle me paraît très importante. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle peut s'absenter de l'amour, même s'il y a des très très beaux romans, comment dire, où personne ne se touche, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en abstenir, mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ces textes-là sont toujours un peu avec les produits, avec les instruments, il y a quelque chose qui cherche à en faire un jeu de cirque souvent, prendre les thèmes pour Ovide, les thèmes des gladiateurs sont extrêmement présents, ou des jeux gymniques. Mais c'est une façon de ne pas forcément envisager de front la muraille qu'il faut sauter. Je crois. Une pudeur antique. Les anciens détestaient l'amour, mais ils le comprenaient très bien. Je crois que la plus belle définition, c'est celle de Caton, qui dit qu'il ne faut absolument pas aimer parce qu'on ne va pas, comment dire, devenir l'esclave d'un autre. Pour un Romain, c'est insupportable. Donc l'amour est une passion terrible qui rend esclave. Chez Platon aussi. Oui. Donc les textes de Ovide seraient une façon de nier cet esclavage. Oui, manuel de coaching amoureux. Oui, le Kama Sutra est aussi un texte mystique, par ailleurs. La parole a été demandée, je vous la passe après. Bonjour. Vous avez évoqué avec Musée un détroit presque infranchissable, mais tout de même franchissable. Et en même temps, il y a une récurrence du thème de la mort, de l'abîme, de l'engloutissement. Cet éclair, est-ce qu'il
donne de la lumière ou de la nuit. Alors c'est peut-être mon surmoi philosophique binaire qui cherche à saisir l'articulation de ces deux dimensions. C'est très difficile, je sais pas. Je songeais là, comment dire, à cause de ce que vous disiez, David, et du monde antique, je pensais au monde japonais, qui est très différent. Et dans les manuels aussi, les manuels de printemps sont très différents que des manuels érotiques romains. Et je pensais à cette définition qui est récurrente dans le monde japonais. Je n'arrive pas à penser si c'est vraiment une définition possible du plus grand amour possible. Ils disent, de nombreux textes disent, que c'est aimer sans le dire à la personne aimée, se suicider sans qu'elle le sache, et que cette offrande-là, alors là on est vraiment dans une mystique totale, c'est la preuve d'amour sue par personne. Et là, je trouve que la mort va un peu loin. Là, c'est plus, comment dire, une pulsion de mort, en effet, qu'une pulsion mais enfin, précisément dans les crimes d'amour, la mort est toujours assez proche quand même. Oui, il y a la disparition en plus là. Voilà, je ne sais pas très bien. Non, vos questions sont encore plus difficiles que... Monsieur, nous sommes dans l'émotion et je me réjouis pour les étudiants qui vont vous écouter. Vous avez accepté une captation de votre intervention et qui vont vous lire parce que souvent, on croit que notre métier est simplement dans le partage de l'intelligible et vous nous rappelez qu'il relève aussi du partage du sensible. Merci à vous. C'est très aimable, c'est très gentil. C'est ce que je crois en effet. Ce n'est pas les solutions, c'est poser les questions, poser les problèmes qui fait la beauté de ce qu'on peut vivre. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Dans l'histoire de Mélusine, tout va bien tant que le frère n'intervient pas et ne donne pas le doute au comte de Poitiers. Est-ce à dire que l'amour ne peut se vivre qu'en dehors du monde extérieur? Et si oui, se doit-il d'être un enfermement, en fait, entre les deux personnes qui aiment et qui s'aiment? Merci. Mais oui, sans doute, en tout cas au départ de l'amour, le mot séduquere, séduire, c'est attirer à l'écart. Même dans Héros et Léandre, Héros commence par mettre à l'écart, dans un coin du temple, dans une obscurité, dans le monde sibérien, dans le monde chamanique, donc chez les Inuits, un mariage, c'est simplement un homme et une femme qui se mettent à l'écart pendant 3-4 jours, sans rien dire, une sorte de pudeur complète, mais il y a ce côté se mettre à l'écart, se mettre dans l'ombre. Je reprenais la Clélia Conti, c'est une très belle, c'est un très beau roman de Stendhal que ce désir de ne voir que dans le noir pour sentir davantage ce qui peut être éprouvé. C'est aussi une façon de se mettre à l'écart. C'est ce qui rend d'ailleurs les mythes où le narrateur, c'est la société, des mythes qui tiennent à, comment dire, par-dessus tout, à détester l'amour. Parce que c'est ce qui met à l'écart du social, c'est ce qui met à l'écart du groupe, c'est ce qui met à l'écart de la solidarité, ou même, comment dire, de façon un peu plus triste, du patrimoine et de l'arrangement marital que d'autres personnes, en effet, vous parliez du frère, mais c'était souvent le père qui négociait ce... Il y a une mise à l'écart dans le coup de foudre de la famille, c'est sûr, du monde, de la communauté. C'est pas ce qui la rend impossible.
Nous avons quelques minutes pour maintenant rejoindre les bus qui vont partir vers le restaurant, si je ne m'abuse. Donc, vous avez, mettons, puisqu'on nous... Ah, on va prendre le relais, ça sera plus simple pour moi. Très bien. Monsieur Quignard. Pardon. Monsieur Quignard, un grand merci pour ce partage, ces lectures. Je vous invite effectivement... Je pense que nous avons tous ressenti effectivement l'émotion et la sensibilité qu'évoquait Véronique Bonnet, à la fois dans ses lectures et dans les questions et les introspections peut-être aussi individuelles des uns des autres. En tout cas, à nouveau, un grand merci. Chers amis, sur la petite aire qui nous sépare de la mobilité vers le restaurant, nous allons pouvoir nous retrouver et continuer nos échanges. Je vais vous inviter effectivement à sortir gentiment et on va pouvoir organiser des visites, des nouvelles installations de ce bâtiment qui a été, comme je le disais, très largement refait et livré en 2020-21. Donc ce sera l'occasion pour vous de vous rendre compte des nouveaux espaces qui sont mis à disposition de nos élèves, de vos élèves également qui rejoignent Audencia. Et puis au moment de la mobilité, un peu avant midi, qui partira donc de la salle Forum où nous avons pris le café ce matin, on vous invitera à effectivement prendre le car qui est dédié à l'activité qui sera la vôtre cet après-midi, que vous avez choisi. Mais en tous les cas, on va tous se retrouver. Ces deux cars vont converger vers le restaurant Baron Lefebvre, qui est situé en centre-ville de Nantes, à l'occasion duquel nous allons pouvoir, encore une fois, partager ces échanges. Et puis, eh bien, ce même car que vous aurez pris vers le restaurant vous amènera donc soit au Musée des Arts de Nantes, soit pour organiser cette visite du centre historique et commentée avec des guides de cette belle ville nantaise. Encore une fois, un grand merci à Monsieur Quignard, un grand merci aux équipes d'Audencia Business School et je vous invite à applaudir une dernière fois extrêmement chaleureusement.